nous avons parlé gestion de crise. On a vraiment plongé dedans sur cette première table ronde. Un marché de 1000 milliards de dollars dans le monde par an, 10 milliards rien qu'en France, une rentabilité de 200 à 500%, avec un risque proche de zéro. Pas surprenant que beaucoup investissent dans la cybercriminalité. Du Black Friday, il y a 6 jours déjà, jusqu'à Noël, les e-commerçants réaliseront environ 30% de leur chiffre d'affaires en 2 mois. Et comme l'industrie cybercriminelle est opportuniste, ce pic d'activité commerciale leur permet de toucher à la fois les consommateurs, noyés dans les informations commerciales et donc plus vulnérables au phishing, et les entreprises, qui peuvent subir au mieux un déni de service, au pire, le rançon logiciel que nous avons évoqué tout à l'heure. Nous avons vu donc à la table ronde précédente que la question n'est plus de savoir si, mais de savoir quand nous allons être attaqués. Posons-nous donc la question aussi de savoir comment préparer la crise qui se profile, comment se protéger des cybercrises lorsqu'on est une organisation, une collectivité territoriale ou une entreprise, petite ou grande. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde M. Jean Laroumet, vice-président du Clusier-PACA et président de la French Tech Toulon. Il est aussi président fondateur d'Egeri Software, basé à Toulon. Monsieur François Drouillot, directeur de la sécurité opérationnelle chez ADSN. Il est aussi expert judiciaire près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur Frédéric Villanova, vice-président sécurité du Club informatique Provence-Méditerranée, président fondateur d'Effective Yellow. Monsieur Laurent Gude, porte-parole du pôle SCS, Solutions Communicantes Sécurisées, qui regroupe 300 membres. Il est DG et cofondateur de Locksite. Et j'excuse l'absence d'Olivier de Amicis, directeur des systèmes d'information de la SAT Sud-Est, qui jusqu'à hier pouvait venir, mais qui a un souci familial grave à régler. Bonjour messieurs, vous pouvez tomber le masque. Monsieur Laroumet, lors de nos derniers entretiens, eu égard à votre propre expérience, vous me décriviez votre propre conception du risque cyber. J'ai adoré. Pouvez-vous partager avec nous votre sentiment sur la question ? Merci Christophe pour la question, merci de nous accueillir ici. Peut-être je vais faire aussi moi une petite introduction vis-à-vis de ce qu'est le Clusier-PACA. Le Clusier-PACA, c'est le club de la cybersécurité en région PACA. On est implanté à la fois donc à Aix-Marseille, Nîmes, Toulon et puis Nice. On essaie de rayonner sur toute la région. Moi j'ai la chance d'être sur la belle ville de Toulon, la plus belle rade d'Europe, comme le dit notre maire de l'univers, la plus belle rade de l'univers. Je suis toulonnais aussi pour ça. Non, le risque cyber. J'ai entendu une de vos questions, monsieur, tout à l'heure. Non, je suis surpris. On a énormément de technologies de cybersécurité. Notre personne dans l'assistance disait, nous, on vend de l'authentification forte. Ça nous permettrait de nous sécuriser, mais on ne nous achète pas nos technologies, on ne les met pas en œuvre. Pourquoi ? Le problème, c'est qu'effectivement, ça coûte cher. Et puis, on n'a pas, actuellement, nos décideurs, actuellement, n'ont pas forcément bien compris, mais on l'a plus ou moins dit déjà, le risque auquel ils sont exposés. Et il y a effectivement une différence quelque part entre le risque qu'ils perçoivent et le risque réel auquel ils sont exposés. Et monsieur le maire l'a présenté tout à l'heure. En réalité, monsieur le maire, si vous aviez su que vous alliez être embêté comme ça, vous auriez vraisemblablement fait autre chose et vous auriez anticipé un peu mieux vraisemblablement les choses. Et que merci d'ailleurs, grâce à vos témoignages, vous permettez à d'autres maires vraisemblablement de mieux comprendre la situation réelle dans laquelle ils sont et de faire ce qu'il faut en termes d'anticipation. Donc effectivement, le risque cyber, il est difficile à appréhender. Et c'est pour ça qu'on le perçoit mal. Il est difficile à appréhender pour principalement, je pense, 2 raisons. On est sur des systèmes d'information qui sont par nature complexes et pas forcément bien connus d'ailleurs des personnes du métier. Et Kevin Hédon le disait tout à l'heure, je parle du risque cyber, mais en réalité, Kevin, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le risque d'origine cyber. Et c'est ces conséquences métiers qui sont importantes et c'est celle-là qu'il faut prendre en compte. Donc le risque cyber ou d'origine cyber,
il est difficile à percevoir parce qu'il s'appuie sur des systèmes d'information qui sont complexes, où il prend appui sur ces systèmes-là. Et puis, on est exposé à des menaces qu'on ne maîtrise pas du tout. On parle de dark web, on parle de tout ça, mais à part les experts, personne ne sait ce qu'il y a réellement dans le dark web. On ne sait pas comment on peut être attaqué. D'ailleurs, on ne connaît pas nos vulnérabilités. La différence, même si on parle un peu de l'assurance, la différence quand je veux protéger ma maison, je connais mes ouvertures. C'est mes fenêtres et mes portes, éventuellement la cheminée en période de Noël. Mais, et du coup, mon assurance me dit, bah oui, mais pour vous protéger, sécurisez vos ouvertures. C'est assez simple. Le problème du système d'information, c'est qu'on ne le maîtrise pas. On le maîtrise très peu. Et donc, il y a une vraie difficulté à apprécier ce risque cyber. Du coup, je reprends le concept de la théorie de l'homéostasie du risque. Le principe d'homéostasie, c'est l'adaptation du corps à des contraintes. Et dans le risque, c'est ça. En fait, en réalité, si on n'a pas pris conscience de la situation à risque réel dans laquelle on est, on n'adapte pas la posture de défense. C'est la raison pour laquelle les décideurs n'arrivent pas à engager des ressources de dépenses parce qu'ils ne mesurent pas, quelque part, les pertes potentielles auxquelles ils sont exposés. Donc ils ont des très grosses difficultés, et en particulier les collectivités territoriales, à justifier ces dépenses-là parce qu'ils sont contraints aussi budgétairement. Si on fait une métaphore par rapport au secteur automobile et à la sécurité routière, certains ont peut-être l'occasion de faire quelques stages de points maintenant, parce que actuellement c'est compliqué de conserver ces points sur la route, même en étant assez vigilant. Mais bon, ils sont encore dans la salle, les gendarmes, tu le sais. Je sais qu'ils sont, mais j'ai contribué à la sécurisation des premiers radars automatiques. Du coup, je subis aussi les conséquences de mes actions. Mais voilà, en fait, si on prend un petit peu si je vous demandais quelle est en fait entre une route sèche, ensoleillée, droite, et une route de montagne enneigée, sinueuse, de nuit, à votre avis, sur laquelle de ces deux routes il y a plus d'accidents mortels en moto? On aurait plutôt tendance à dire que c'est quand la route est sèche, droite, et suite. Ben non. En réalité, 70% des accidents mortels en deux roues arrivent sur des routes sèches, droites, où on ne perçoit pas le danger, en réalité. Et du coup, on n'adapte pas les mesures de protection et de sécurité à adapter. Et c'est quelque part ce concept-là qui, à mon sens, reflète bien la situation réelle cyber dans laquelle on est, c'est qu'on a du mal à percevoir le risque réel, et encore plus, enfin, les maires de collectivités, les directeurs ou les dirigeants de PME, ils ont autre chose à faire qu'apprécier le risque cyber. Mais en réalité, c'est ce grand écart qui fait que c'est un risque technologique qui peut devenir métier, mais qui est très difficile à percevoir de par la complexité du système et la difficulté d'appréhender la menace. Il faut dépasser ce travers humain qui veut que quand il fait beau, pourquoi est-ce que je prendrais un parapluie? Monsieur de Amicis, donc, qui s'excuse de ne pas être avec nous, voulait attirer, lui, notre attention sur la difficulté de récupérer des données qui viennent de l'extérieur de l'entité, hein, ou de l'entreprise ou de la collectivité de manière sécurisée. Dans son domaine d'expertise, il nous aurait décrit le trajet de la déclaration d'invention lors d'un dépôt de brevet. Vous voyez, c'est quand même un document assez sensible. Dans l'ancien système, il s'agissait d'un simple PDF, les procédures suffisaient à ça. Aujourd'hui, le process est 100% numérique, sécurisé, chiffré, avec signature électronique. Il convient toutefois que des protocoles soient mis en place, c'est ce que nous aurait dit Olivier de Amicis. Mais ça me permet de continuer sur cette problématique de la prévention et de la sécurité dans la donnée. Arriver à faire circuler de l'information en garantissant son intégrité, c'est un véritable défi. Monsieur Drouillot, lorsque le cœur du métier, c'est justement de garantir l'intégrité de la donnée, comment s'y prend-on? Bonjour à tous. Mais écoutez, moi je voulais attirer votre attention aujourd'hui pour vous parler justement de visibilité par rapport au patrimoine informationnel des entreprises, c'est-à-dire les actifs informationnels, mais également les processus, les procédures, le savoir-faire au sein de l'organisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien ça qu'il faut protéger. Quand on a une cyberattaque, ça chiffre tout, donc c'est bien la donnée, c'est cette matière-là. Oui, ça a un impact. Bon, on l'a dit, hein, ça a un impact sur l'humain, ça a un impact sur les méthodes de travail, également sur, on peut perdre la propriété intellectuelle de certaines formules ou savoir-faire. Donc, c'est un impact énorme, ça peut avoir un impact énorme. Et
pour avoir cette visibilité sur le patrimoine informationnel, moi, je m'appuie sur ce qu'on pourrait appeler une tour de cybersécurité à 360 degrés, qu'on pourrait comparer à une tour de contrôle, finalement, dans un aéroport. Cette tour de contrôle, elle permet d'avoir la visibilité, elle doit permettre d'avoir la visibilité, justement, sur l'ensemble de ce patrimoine informationnel. On l'appelle, dans le jargon, on appelle le SOC, le Security Operating Center, c'est les centres de sécurité opérationnelle, ou le centre de cyberdéfense, comme j'ai entendu, qui permet justement de regrouper cette vision. Alors, aujourd'hui, il y a de nombreux outils qui permettent, de nombreux outils de sécurité qui permettent justement d'apporter cette visibilité, des outils de sécurité qui sont en pleine évolution, qui s'adaptent aux usages, aux usages IT que nous avons au sein de nos organismes et qui s'évoluent. Et ce SOC, cette tour de contrôle, elle a besoin, vous l'avez compris, d'avoir les bons outils aux bons endroits, avec les bons paramétrages, et également les bonnes ressources, les bonnes expertises derrière. Et c'est pas si facile que ça, finalement, quand on regarde la réalité de nos organismes. Nous avons tous des systèmes d'information différents, des systèmes d'information avec des niveaux de sécurité élevés qui ne sont pas connectés à Internet. Mais de plus en plus, nous avons finalement des systèmes d'information hybrides avec une partie dans le cloud, avec l'utilisation des outils en SaaS, ce qu'on appelle en SaaS, et également des parties qui restent en local chez nous au niveau de nos infrastructures. Et donc, il faut adapter ces outils pour continuer à avoir la visibilité sur le patrimoine informationnel et surtout maîtriser où se trouve ce patrimoine. Je vous donne un cas d'exemple. Vous utilisez un service cloud, vous allez mettre une partie de votre patrimoine de l'entreprise chez quelqu'un d'autre, en fait. Et si vous ne maîtrisez pas ce que vous mettez chez quelqu'un d'autre, vous n'allez pas pouvoir le protéger, ni finalement savoir quel risque vous courez en utilisant ce service. Donc c'est primordial, finalement, en fonction de la criticité de votre patrimoine que vous externalisez chez les autres, de mettre les outils de sécurité opérationnelle qui vous permettent de continuer à avoir une surveillance et une protection sur votre patrimoine. Ça peut être du chiffrement à distance, ça peut être aussi de la supervision sur la consommation des ressources, sur comment utiliser ce service au sein de votre entreprise. La deuxième partie, par rapport à cette notion de visibilité que je voulais aborder, c'est la notion de cartographie. Et finalement, vous allez me dire, mais François, finalement, c'est pas de la sécurité, c'est pas de la cyber, la cartographie. En fait, il faut bien comprendre que les outils, la maîtrise de votre patrimoine informationnel, les outils de sécurité qui vous amènent une visibilité et une protection sur votre patrimoine, ne vont pas tout faire. Quelque chose d'important et finalement, de facile, en tout cas, que vous pouvez mettre en œuvre, c'est la maîtrise de vos inventaires, de vos cartographies. Alors, historiquement, on a beaucoup de cartographies du système d'information et de communication. On a des cartographies ce qu'on peut appeler de niveau infrastructure. Aujourd'hui, on commence un peu à avoir des cartographies au niveau applicatif, c'est-à-dire quels sont les applicatifs que j'ai chez moi, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux, quel est le responsable d'applicatif, comment se passe par exemple une mise à jour sur cet applicatif. Et le troisième niveau de cartographie d'inventaire qu'il faut adresser, et c'est plus rare aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler la cartographie niveau métier. C'est-à-dire quels sont les besoins, quels sont les processus d'interaction entre les différentes cellules au sein de mon organisme, par rapport à mes partenaires, par rapport à mes tiers, par rapport à mes fournisseurs, à mes clients. Et c'est bien aujourd'hui ces cartographies, ces inventaires finalement entre les trois niveaux, entre le métier, entre l'applicatif et l'infrastructure, qui permettent de maîtriser votre patrimoine, de savoir ce que vous avez et où c'est, et quels risques vous avez finalement lorsque vous avez une vulnérabilité ou une attaque, ou simplement que vous cherchez une information au sein de votre organisme. En fin de compte, ce que vous nous dites, Monsieur Drouillot, c'est que pour être sûr de ce que vous avez à sécuriser, dont faut-il le connaître dans le détail. C'est ça. J'allais dire une phrase qui peut vous faire sourire, mais en tant que défenseur, lorsqu'on travaille, on a du mal à défendre et en tout cas assurer la sécurité de ce qu'on ne connaît pas ou qu'on n'en a pas identifié. Et j'ai plein d'exemples au cours de ma carrière où finalement on va déployer un outil de protection, par exemple sur
sur 800 postes de travail, mais en fait, il y en avait 1000 dans l'entreprise. Oui, donc ce sont des failles. Ce sont des failles Et ça met à mal tout le reste, alors qu'en fait, en tenant un inventaire, et ça c'est plus du processus, hein, c'est pas un outil de cybersécurité qu'on a besoin de déployer avec des experts, avec tout ce qui va autour. Ce sont des mesures simples à mettre en œuvre, c'est la maîtrise de votre patrimoine. Oui, bien connaître. Et Monsieur Gude, donc, à l'ère de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, est-ce aussi simple de maîtriser tout cela dans le maelstrom des technologies qui nous entourent? Est-ce que c'est quelque chose qui est simple pour le commun des mortels, pour un élu, pour un petit chef d'entreprise, un chef d'entreprise d'une PME, d'une PE? Est-ce que ça, c'est simple? Bonjour Christophe, merci pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, juste avant, je vais me permettre de présenter très rapidement le pôle SCS. SCS, oui. Voilà. C'est un écosystème européen leader dans 4 domaines technologiques. Mettez le micro plus proche. Pardon. Voilà, long. Le premier, c'est la microélectronique. Le deuxième, c'est la sécurité numérique, qui nous intéresse aujourd'hui, l'IoT, donc les objets connectés. Et enfin, tout ce qui est big data et intelligence artificielle. C'est encourager l'innovation, la collaboration, R&D, c'est permettre effectivement préparer le monde de demain, quoi. Voilà. Et effectivement, le monde de demain, c'est quoi? C'est effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de 5G. On l'a tous, hein. J'ai un téléphone, je suis content, j'ai 5G, je suis connecté. Bon, aujourd'hui, c'est une promesse d'une rupture technologique forte. Au quotidien, elle ne l'est pas. À l'instant T, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, j'en ai un, je vais un peu plus vite de temps en temps, mais il est très dur d'avoir au final sa 5G. Mais c'est une réelle révolution. Elle va arriver dans quelques temps. Une fois qu'on aura déployé enfin nos antennes, on pourra enfin utiliser une 5G. Une 5G, sa promesse, c'est quoi? C'est 3 avantages. Le premier, c'est le débit. C'est augmenter par rapport à la 4G 10 fois son débit, tout en utilisant la même technologie LTE qui permet effectivement... Donc on va aujourd'hui, nous, utilisateurs du quotidien, donc du particulier, on va dire, améliorer notre expérience de la donnée cellulaire et certainement banaliser un petit peu l'expérience qu'on a dans les jeux, dans le streaming, dans l'utilisation de tout ce que l'on a dans notre téléphone. Le deuxième avantage que ça va apporter, c'est la latence. La latence, c'est la rapidité d'exécution de nos, pour le simplifier, hein, de nos applications. Donc la 4G, pour simplifier, c'est 10 millisecondes. La 5G, ce sera 1. Donc c'est-à-dire qu'on est quasiment en instantané. Vous parlez de vitesse, ça veut dire que les attaques iront aussi vite? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et après il y aura la densité, donc la capacité à connecter de nombreux objets, des milliers d'objets dans une zone très restreinte. Donc c'est là où effectivement le danger va apparaître. Et à partir du moment où ce sera actif, on va transformer l'industrie. On va sortir du monde du particulier, l'industrie. Tout va aller beaucoup plus vite. Effectivement, tout va être surconnecté. Il y a beaucoup d'usages aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas. On va prendre un exemple, le véhicule autonome. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Dans les 5 ans qui viennent, ça risque de l'être, grâce à cette technologie. Aujourd'hui, on pourra assurer réactivité, sécurité, parce que tout sera connecté. À partir du moment où tout est connecté, il y a des millions de données et une rapidité incommensurable qui va apparaître. Et là, on va, au-delà du tout digital qu'apparaît aujourd'hui, on a augmenté la surface d'attaque. On va non seulement continuer à l'augmenter, mais on va la rendre encore plus rapide, plus massive et beaucoup plus compliquée. Et là, le cerveau humain ne se suffit plus. Et là, le cerveau humain n'est incapable. Déjà, il ne suit pas. Déjà, aujourd'hui, il est incapable de suivre. Donc, demain, ce n'est plus la question. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir continuer à assurer la sécurité de nos systèmes d'information et donc de notre patrimoine, c'est d'aller vers des outils de plus en plus performants. Parce qu'effectivement, si les cyberattaques évoluent, on est un petit peu dans le jeu du gendarme et du voleur, hein, nos petits jeux de petits garçons, où effectivement, et de petites filles peut-être hein, aussi, mais effectivement, aujourd'hui, on est dans une lutte où on doit être de plus en plus rapide. On doit être en avance, un coup d'avance. Et là où on a très peu parlé, la gouvernance est le point faible de toutes les attaques. Il n'y a très souvent pas de gouvernance au final, au sein d'une entreprise, sur la sécurité. Et à partir de ce moment-là, la faille arrive automatiquement, même avec ça, hein, mais en tout cas, elle arrive. On a parlé de cartographie, effectivement, c'est la première règle de savoir qu'est-ce que j'ai à surveiller, qu'est-ce que j'ai à protéger. Si je ne sais pas ça, déjà, j'aurai effectivement des trous. Donc aujourd'hui, les outils modernes
les nouvelles technologies, quand je dis nouvelles technologies, elles ont une dizaine d'années aujourd'hui quand même, donc elles évoluent, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ce qui signifie que pour moi, la majorité des SOC actuels sont dépassés. Obsolètes peut-être pas encore, mais vont être dépassés très rapidement. Voilà. Dépassés pourquoi? Parce que déjà, on a une grosse problématique qui est l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça apporte? On va déjà expliquer l'intelligence artificielle. Alors il y a deux types d'intelligence artificielle. Alors il y a celle du monde de la science-fiction, qui est l'intelligence artificielle forte, où on va mettre de l'émotion, je dirais, dans un humanoïde, et l'intelligence artificielle faible qui existe aujourd'hui, avec aujourd'hui ce qu'on va appeler le machine learning et deep learning. Donc on va essentiellement parler, on va éliminer plein de choses pour vulgariser. Le deep learning, c'est là que ça va être intéressant, parce que ça va permettre quoi? Une compréhension, je dirais, beaucoup plus profonde du comportement humain. C'est-à-dire qu'on est, à l'image du cerveau, on s'appuie sur une base de données très très grande et sur également un réseau neuronal. Donc à l'image du cerveau humain qui compile des données statistiques et qui crée de l'intelligence artificielle, on va le nommer comme ça ensuite, pour analyser le comportement humain et comment il se comporte. Et à partir du moment où il y a un comportement anormal, il va le signaler. Alerte. Il va faire une alerte. Et il va faire ce qu'on appelle une réponse autonome, donc stopper automatiquement un système. Ce qui fait qu'un humain aujourd'hui, si on prend un SOC traditionnel, avec des analystes, ils vont déjà se dire, tiens, j'ai une alerte, ils vont essayer de l'analyser entre les faux et les vrais positifs. Ils en ont c'est pas des centaines, mais on n'en parle plus. Hein. Et le temps qu'ils réagissent ou qu'ils attaquent, évidemment, ils vont limiter des choses, mais on va perdre du temps. L'intelligence artificielle va permettre de stopper. Et quand on parle de l'industrie 4.0 qui n'existe pas encore réellement, donc la 5G va permettre d'émerger certainement peut-être l'industrie 4.0 ou 5.0, on va dire, là, le temps de réaction sera fondamental. Et il va être chronométré au millimètre de seconde. Une attaque, aujourd'hui, en 6 minutes, on est rentré dans le système d'information, on a quasiment tout pillé. Et que la 5G, ce n'est pas 6 minutes. On parlera de secondes pour rentrer dans le système et le pénétrer. Donc l'intelligence artificielle, pour moi en tout cas, c'est un point de vue, et la solution, elle va évidemment s'améliorer. Et les bonnes nouvelles, et là je voudrais faire un cocorico, on a des technologies souveraines, performantes dans ce domaine, validées par l'ANSSI. Et je ne crois pas que la multiplication des outils soit la solution aujourd'hui à la cybersécurité. Trop d'entreprises empilent des outils, et cet empilement d'outils fait que déjà il y a une problématique humaine. Il faut pouvoir les utiliser, les paramétrer, parce qu'un outil sans paramétrage n'a aucun intérêt, et un outil n'est qu'un outil. Un outil aujourd'hui de cybersécurité sans humaine ne sert encore à rien. Et aujourd'hui, il est fondamental d'avoir de l'humain derrière l'outil, et la ressource humaine sera la clé, et il faut trouver des solutions pour rendre ça beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Les nouvelles technologies, c'est ce que vous nous dites, vont donc nous faciliter la tâche des utilisateurs, mais vous le dites aussi, la technologie n'est qu'un aspect de la cybersécurité. Monsieur Villanova, assurer la gouvernance globale de la cybersécurité sous tous ces aspects, c'est complexe? Alors, bonjour Christophe, bonjour à tous. J'aimerais déjà remercier l'équipe d'Anagalon de nous accueillir et d'organiser un access security dédié à la cybersécurité. Donc c'est quand même nouveau à Marseille et c'est sympa. C'est sympa. Alors moi, je suis ici au titre du CIP Méditerranée qui regroupe 400 adhérents réels, alors 2500 sur les réseaux sociaux. Dans ces 400 adhérents, on est soutenu par 24 sponsors, je crois, à présent. Et on organise à peu près une cinquantaine d'événements sur toute la bande littorale. Dernièrement, on était à Avignon pour discuter justement d'industrie du futur. On est en lien aussi avec les autres associations, que ce soit le CLUSIR, le Pôle, etc. Et puis on organise avec Made in Soft aussi pas mal de travail sur l'industrie 4.0. Et tous ensemble, en fait, on présentera quelque chose avec Jean et tout le monde, en fait, en janvier, je pense, en fait. On vous présentera quelque chose de régional aussi sur ce sujet. Alors, la question posée, c'est est-ce que la gouvernance de la cybersécurité, c'est complexe? Un premier élément de réponse, il faut ne pas être autour de la table avec uniquement des gens qui disent la cybersécurité, nous sachons. Vous voyez, un peu cette histoire de discours qu'on entend partout, faut arrêter, quoi. Alors, déjà, la gouvernance, qu'est-ce que c'est?
En 2 mots, hein. C'est pas la peine de chercher trop loin. La gouvernance, déjà, c'est manager ses managers. Et des managers qui managent des opérationnels complexes, internes, externes, IoT, industrie, etc., ICS, etc. Bon. La gouvernance, réfléchissez pas trop, c'est simple. Par rapport à quel élément référentiel? Par rapport à quel élément de structure? Alors, les référentiels dans une industrie, dans du service, etc., dans la santé, dans les labos, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 référentiels. On a parlé de gestion des risques, par exemple, on peut avoir de l'ISO 27005, on peut avoir du Libio CRM, on peut avoir des... Voilà, etc., les référentiels métiers. Bon, vous choisissez vos référentiels comme il faut, vous n'en oubliez pas. N'oubliez pas le RGPD non plus dans la foulée. Bon, voilà. Deuxième chose, finalement, est-ce que j'ai des résultats? Est-ce que j'ai des résultats? Alors qu'on soit dans une organisation, une collectivité, etc. Si je n'ai pas de résultats positifs ou négatifs, des travaux qui sont faits par mes managers ou les gens internes et externes et tous mes fournisseurs, etc., franchement, j'ai un client comme ça qui avait un SOC qui payait très cher, hein, pareil, des SOC qui sont un peu saturés. On a demandé des résultats, on n'en a pas eu. L'année d'après, il a fait un appel d'offres. Bon, il a gardé le SOC, après il fera évoluer l'année prochaine. Par contre, le prix il a déjà diminué de quasiment 35%. Hein. Une simple négo. Première chose, j'ai des résultats. La deuxième chose, c'est est-ce que je maîtrise mes risques, lesquels? Oui, non. On a parlé tout à l'heure en fait de l'assurance. C'est ce que disait Kevin, je crois, sur la partie assurance. Vous pouvez aller vous faire assurer, mais si vous n'avez pas de socle de sécurité, vous assurez quoi finalement? Le fait que vous n'avez rien fait? Vous allez tomber sur quel assureur? Il y a un vrai assureur ne va pas assurer ça, hein, c'est pas possible. D'autant qu'on est sur des sujets qui sont de plus en plus épineux pour les cyberassureurs et qu'ils ont quand même leur sujet de chambre de compensation interne. Donc on a quelques collègues là qui suivent ça, c'est pas encore complètement décidé ces affaires-là. Voilà, donc ça c'est sur la partie risque. Il y a une chose aussi qui est importante, et on en a parlé, c'est notamment dans les collectivités, c'est quelle nature de ressources on va mettre en œuvre. On dispose de quelles ressources? Il peut y avoir des ressources humaines, il peut y avoir des ressources matérielles, des ressources logicielles. Il y en a en interne, il y en a en externe, on a des fournisseurs. N'oubliez pas non plus que vous avez aussi la possibilité d'être aidé, d'être audité, d'être contrôlé. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont spécialistes quand même, de l'audit technique aussi. On appelle ça des hackers éthiques. Donc ne confondez pas les gens qui viennent vous hacker parce qu'ils font de la malveillance, qui sont dans tel ou tel pays, qui passent peut-être par la Crimée, parce que la Crimée c'est pas mal quand on dit que les Russes attaquent, mais on ne peut pas dire que c'est les Russes, parce que si on dit que la Crimée est russe, à ce moment-là on reconnaît que la Crimée appartient à la Russie, alors que normalement on est en Ukraine. Donc en plus vous avez des sujets liés à la géopolitique, etc., à l'intelligence économique. Et l'autre jour on avait en fait une réunion avec une personne là qui était militaire, qui est plutôt dans l'offensif d'ailleurs, et qui nous expliquait un peu des sujets comme ça. Donc on a vraiment en fait face à nous plusieurs choses. En fait, c'est le développement de la cybercriminalité, bon, on va dire de petite envergure, et puis de grande envergure aussi, avec des effets secondaires. C'est-à-dire vous pouvez être impacté simplement parce que par répercussion d'autres choses, vous en prenez plein le museau, quoi. Donc j'ai dit la gouvernance, on a des référentiels. On a la capacité de regarder les résultats internes ou externes, et Dieu sait que ce n'est pas l'idée de faire un reporting pour un reporting ou se voir tous les mois. C'est pas ça le problème. On a fait quoi? On l'a audité comment? Qui a une preuve technique? Qui a une preuve organisationnelle? Est-ce qu'on maîtrise les risques? Lesquels? Les principaux. Alors les risques dans les sociétés, ça va être les risques. Souvent on va parler de ce qu'on peut toucher avec la main, c'est-à-dire des actifs supports. Mais ces actifs supports, ils supportent des business, en fait. Une fois, c'est du médical, une fois, c'est du médical à distance, une fois, c'est de l'industrie, une fois, c'est le suivre la voirie d'une collectivité. Enfin, voilà. Donc, on va regarder le business, on regarde les actifs supports, on regarde s'il y a des risques dessus, et on s'explique. Bon. Une fois qu'on a fait ça, il y a quand même quelque chose qui manque. Et c'est la dernière partie de la gouvernance, c'est est-ce que je suis capable de parler de ces choses complexes simplement? Est-ce que je suis capable de faire un retour transparent aux décideurs, aux élus locaux? Et est-ce que j'arrive à intégrer les gens qui sont à la fois DSI, RSSI, etc., CTO, et les prestataires externes dans cet élément-là? C'est pas gagné, hein. C'est compliqué. On passe notre vie d'expliquer dans les COMEX, etc. Donc nous, on réunit au CIP, c'est en 2 personnes, il y a beaucoup de DSI, de CTO, il y a des RSSI. Bon, je suis parti du CLUSIF aussi à Paris. Bon. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent pour essayer de sensibiliser, de dire les bons mots aux bonnes personnes. Et je crois qu'on en a tous un petit peu discuté, et puis on en parlera encore. Il y a quand même une dette qui existe, hein, une dette qui existe en matière de gouvernance des systèmes d'information en général et de gouvernance de la cybersécurité. Donc il y a du travail à faire dans pas mal de sociétés ou de collectivités.
Ce que je retiens, Monsieur Villanova, c'est que ce n'est pas la cybersécurité qu'un volet technologique au regard de ce que vous nous dites. Oui, simplement, et on en parlera peut-être un peu plus tard, voilà. Il y a des 4 volets en général qu'on va attaquer, au moins en prévention ou en travail après pour organiser la crise et pour agir en temps de crise. C'est un volet organisationnel. Un volet quand même un petit peu sur les personnes. Recrutez pas n'importe qui. Voilà. Tester les gens. S'ils s'en vont, il faut quand même leur faire signer quelques contrats. Voilà. Ça existe. La troisième chose, c'est le côté physique. Je ne vais pas rentrer et sortir de partout n'importe comment. Et la quatrième, ça va être bien sûr tout ce qui est techno, mais on en reparlera parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, si on a du temps. Voilà. D'ailleurs, je vais revenir suite à vos propos, M. Villanova, à M. Drouillot. Si je bâtis une citadelle avec plusieurs murailles, hein, la première technologique, la deuxième organisationnelle qu'évoquait Frédéric Villanova, et la dernière juridique, est-ce que je peux vivre sereinement ? Alors, merci pour la... 3 murailles. Hein. Merci pour la question. Oui, il y a 3 murailles. C'est vrai qu'historiquement, vous avez dû tous être confrontés déjà un peu à cette image de la pomme et du verre, et puis de l'oignon au niveau sécurité informatique. Moi, je rajouterais une 3e image aujourd'hui par rapport aux usages qu'on a, c'est plutôt l'image d'un labyrinthe finalement. Tout à l'heure, je vous parlais de visibilité, plutôt de transparence, pour justement pouvoir initier la gouvernance au sein de l'entreprise. C'est difficile de faire prendre conscience aujourd'hui aux membres du COMEX, aux décideurs, aux payeurs hein, quelque part, et même aux autres acteurs de l'organisme, de modifier leur comportement, de les contraindre à exécuter par exemple 3 gestes au lieu d'un, c'est-à-dire monter le VPN, on en parlait tout à l'heure, utiliser une connexion VPN, c'est un mot de passe en plus, c'est un clic en plus. Les utilisateurs, ils vont pas adhérer s'il n'y a pas une transparence dans l'entreprise par rapport aux risques et aux enjeux qu'il y a derrière. Hein. Alors, la pomme, c'est quoi ? Le verre, historiquement, on était dans des châteaux forts. Hein, il y avait une enceinte, voire peut-être 2, avec un donjon. Et le verre, quand il est dans la pomme, il peut aller où il veut, en fait, hein, finalement. Et surtout, on ne sait pas où est-ce qu'il va. On ne sait pas quel impact il peut avoir au sein du système d'information. Il y a quelques années, on a parlé d'oignons, c'est-à-dire qu'on met différentes couches au sein de l'organisme. Alors, non seulement pour détecter en amont, le plus tôt possible, les incidents ou les événements de sécurité, mais également pour gagner du temps, c'est-à-dire un peu comme en sûreté, hein, lorsqu'on met une clôture, lorsqu'on met des portes blindées, c'est un peu la même optique. Plus c'est dur, plus on est dur à attaquer, plus on a de chance que finalement les attaquants ils aillent voir à côté. Le deuxième point que je voulais voir, c'est il faut accepter d'être attaqué. Moi, le point où j'ai le plus de difficultés aujourd'hui au niveau des dirigeants, c'est de leur faire comprendre que la sécurité absolue, ça n'existe pas. Que la sécurité, c'est pas que l'affaire finalement de la sécurité. C'est pas juste les informaticiens, les cyber qui sont impliqués. Et le troisième point, après tout ça, c'est que pour pouvoir se payer une cybersécurité, pour mettre en place cette cybersécurité, il faut adapter aussi le modèle économique, puisque mettre en place une cellule de cyberdéfense avec des outils, des moyens humains, des formations, ça a un coût. Et il faut également que la société elle modifie son modèle économique pour gagner plus, en fait, répercuter le coût de cette sécurité au sein de sa chaîne de production, de valeur, de création de valeur, mais aussi qu'elle comprenne qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces mesures de sécurité, ces mesures de protection, elles sont vues comme un gain de valeur pour l'entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le système de score, ce qu'on appelle le scorecard. Ce sont des organismes, finalement, qui viennent regarder, analyser une entreprise de l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur au niveau de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des bons niveaux de sécurité ? Est-ce qu'il y a des bons certificats SSL ? Est-ce qu'il y a les services qui sont ouverts, ils sont bien sécurisés, voilà, etc., etc. Et en fait, un peu comme une entreprise à Wall Street où on est coté au niveau comptable, nos entreprises en France se font
se font scorer, ont une note de A à F sur leur niveau de sécurité. Et de plus en plus, ce niveau de sécurité externe est utilisé non seulement par les attaquants, vous imaginez bien, c'est de l'information gratuite, les entreprises qui apparaissent comme F avec un niveau de sécurité bas sont des cibles de choix, mais également pour les investisseurs qui vont venir voir. Et souvent, quand il y a des rachats de sociétés, maintenant, il y a des audits du système IT, et notamment du niveau de sécurité pour savoir quel est le coût réel, quelle est la valeur réelle de l'entreprise. Le troisième point que je voulais voir rapidement avec vous, pour parler un petit peu du SOC, au sens large, pour moi le SOC, il y a toute une partie de détection. Il y a aussi la partie qu'on appellerait de réaction, on appelle ça des CSIRT, des centres de réponse, de traitement d'incidents de sécurité. C'est difficile pour nous, les ETI, les petites moyennes entreprises ou les petites entités, finalement, de créer en son sein une cellule de cyberdéfense. Pourquoi ? Pour le coup, on en a parlé, mais également parce qu'il faut quand même une certaine... il faut un certain nombre d'experts, si vous voulez, pour continuer à avoir une valeur ajoutée au sein de ces cellules. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de partir sur le mode hybride, c'est-à-dire d'avoir 1 ou 2 ou 3 experts en votre sein, qui sont des experts plutôt généralistes, mais qui vont connaître surtout l'entreprise, qui vont connaître les processus, qui vont connaître les sachants au sein de l'entreprise, comment elle fonctionne, et de construire des partenariats avec les sociétés prestataires qu'on a à l'ANSSI, par exemple, de réponse à incidents. Il y a des sociétés qui sont labellisées ou avec des organismes qu'on a vus, pour pouvoir avoir la capacité de répondre en très peu de temps, finalement, lorsqu'un incident arrive. Et de pouvoir vous appuyer sur des personnes qui, non seulement en interne, connaissent l'entreprise et les acteurs, mais avec un partenaire extérieur qui, lui, va vous amener l'expertise au niveau cybersécurité. En fin de compte, ce que vous nous décrivez, c'est ce que M. Bourlin nous disait tout à l'heure, M. le maire de Bruyères, c'est-à-dire qu'il a gardé son spécialiste informatique et il a fait maintenant appel à un infogérant à l'extérieur. Accepter l'idée d'être attaqué, l'idée que l'on est attaqué, c'est ce que vous nous dites. Quand on est élu patron d'une petite entreprise ou auto-entrepreneur, on pense firewall, on pense antivirus. Je pense que ça suffit plus aujourd'hui. On a largement dépassé ça. Je vais passer la parole à Frédéric Villanova. Vous nous avez parlé de l'aspect organisationnel, de l'aspect physique. Qu'en est-il de l'aspect technologique aujourd'hui ? Alors, on va aborder ces sujets-là. D'un point de vue technologique, bien sûr, quand on s'intéresse à la sécurité des systèmes et de l'information, une des choses dont vous entendez parler, c'est de commencer par sécuriser, par exemple, les outils que vous avez dans les mains, donc les PC, les téléphones, etc. Donc ce que les Américains appellent endpoint. Donc vous avez des applications qui viennent. Vous avez des applications qui vous aident en fait à vous protéger des malwares, mais vous avez aussi des applications qui sont un peu plus modernes en fait et qui font un peu appel à des technos parfois d'intelligence artificielle qu'on appelle des EDR en fait, donc qui Endpoint Detection and Response. Donc vous avez des outils qui vont tourner comme ça et qui vont vous permettre sur vos machines en fait de voir s'il se passe quelque chose d'anormal en fait et peut-être aussi de couper la machine. Alors c'est vachement intéressant, c'est quelque chose qui commence à se répandre, il faut travailler dessus. Encore une fois, il faut maîtriser ce qu'on fait. Pourquoi ? Par exemple, si vous avez un faux positif et que vous avez mis ça sur des machines qui servent à piloter votre production industrielle, je ne vous dis pas la perte. Donc, soyons pas trop naïfs. En fait, pour avoir vraiment une démarche cybersécurité qui se met en place, on va essayer de monter en maturité, que ce soit au niveau organisationnel, avec des politiques de sécurité des intentions, des rôles, des séparations, de l'organisation, par exemple, de la continuité de la sécurité, etc. Donc vous avez toute une partie orga, on a une partie personne. On a parlé des accès physiques un tout petit peu, ce genre de choses, la sécurité des câbles, l'énergie, etc. Voilà. Vous allez organiser, dans l'organisation, vous allez organiser aussi, par exemple, comment vous sécurisez vos fournisseurs. Est-ce que vous allez les voir ? Est-ce que vous auditez ? Est-ce que vous avez des contrats ? Bon, voilà. En techno, vous allez travailler sur la ségrégation, la séparation des réseaux, sur la fortification des firewalls, etc. Puis donc dans la table ronde qui suivra, vous aurez des spécialistes
risques, ils savent à la fois vous parler de ça et puis surtout attaquer pour voir si ça marche, quoi. Donc vous allez voir ça. Si on résume, en fin de compte, on a l'impression comme ça que c'est complexe et tout, mais quand on respecte une checklist... Pas... Franchement, si vous avez une démarche organisée, bon après il faut peut-être vous faire accompagner parce que c'est pas la spécialité de tout le monde de faire ça, mais si vous avez une démarche organisée, vous avez un certain nombre de points, comme une arborescence, en fait, vous allez piocher dedans, faire votre marché, en fonction de ce que vous pouvez faire, du budget dont vous disposez, puis du risque que vous avez quand même. Donc ça, il faut y travailler, c'est pas très compliqué. En tout cas, il faut sortir de quelque chose, je parlais de nous sachant au début, c'est-à-dire de cette approche un peu dualiste qui dit ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est beaucoup plus complexe que ça. On sait aussi aujourd'hui que vous avez des attaques internes ou externes. Et vous avez aussi des gens dont c'est le métier de faire... Vous savez, c'est comme ces outils de CRM, vous avez cliqué sur Internet, mais là vous allez sur le dark web et vous avez en service à la demande finalement, vous avez des gens qui viennent vous aider, etc., pour attaquer, pour ci, pour ça, d'autres qui viennent évaluer. Vous avez le service après-vente, d'ailleurs, si ça attaque pas bien. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses à faire. Si vous voulez attaquer les uns les autres, vous pouvez. C'est facile. Non, c'est pas le but. Mais c'est pas le but de la réunion. Voilà. Non, mais t'es pas là pour les encourager non plus. Non, c'est ça. Le but, c'est quand même de se protéger. C'est se protéger. C'est pas non plus de répliquer, puisque le répliquer, il y a que l'armée en France qui a le droit de répliquer. Alors, il paraît que chez les Suisses, c'est différent. Il faut aller voir, quoi. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que la gouvernance en elle-même ou le management que vous faites, en fait, à la base, ça va être du bon sens. Sauf que comme on est quand même dans un domaine un peu complexe, c'est un peu nouveau. Et puis dans le sandwich, vous avez beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous partez de l'IoT dont on parlait avec le pôle SCS, et si vous allez voir par exemple les puces, qu'est-ce qu'on a dedans, qu'est-ce que vous avez comme élément dans l'IoT. Donc ça c'est plutôt le laitier à Grenoble par exemple qui s'occupe de ça. C'est les champions du monde. Vraiment, en France on a quand même des champions. Donc allez voir ces choses-là et sécurisez vos puces. De là vous passez de votre IoT qui est de ci, de là, quel réseau, LoRa, machin, 5G, truc. Après vous passez une passerelle, vous allez dans un truc où vous récupérez de la donnée avec des 0 et des 1. Qui est-ce qui accède? Qui est-ce qui vous la traficote? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sécurisé? Partant de là, vous prenez ces données de base, vous en faites des données un peu lisibles, vous êtes après dans des applis un peu plus, des applis à nous, quoi, des applis qu'on connaît, vous arrivez dans des ERP ou des applications spéciales, et puis à la fin, vous finissez par l'avoir sur la tablette, sur le truc, dans l'usine, avec des éléments en fait assez opérationnels. On a eu dernièrement un intervenant... Vincent qui nous avait montré un petit démonstrateur d'une usine entière en partant avec le petit robot jusqu'au téléphone, tout fait avec des éléments qui étaient open source. Bon, c'est quand même assez, il a mis du temps pour le faire, je crois que c'est ça. Mais maintenant que c'est fait, c'est un petit démonstrateur super qui est poussé d'ailleurs, je crois que c'est par France Relance, il me semble en fait, je sais plus. Mais vous avez plein de choses comme ça qui existent. C'est pas compliqué, mais par contre il ne faut pas faire l'économie d'être autour de la table, quelques-uns à réfléchir. Des décideurs, des dirigeants, des élus pour faire le bon choix, quoi, voilà, tout simplement. Et en fin de compte, au regard de tout ce que vous nous avez dit, vous parlez de règles, de normes, respecter des règles, c'est quand même assez contraignant, surtout avec notre esprit gaulois. Monsieur Laroumet, là, vous nous disiez qu'à travers le principe d'homéostasie du risque, la nature humaine nous poussait à nous sentir en sécurité dans le confort ouaté de notre quotidien. Un responsable en cybersécurité, et là je peux même poser la question à vous quatre, n'a-t-il pas l'impression de prêcher dans le désert? Pendant des années, il a prêché dans le désert, le responsable sécurité, mais c'est un peu de sa faute en réalité. Oui, c'est un peu de sa faute. Je viens du CRH. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la cybersécurité. Je suis au départ un expert de la cybersécurité. Il y en a plein la salle. Mais en réalité, quand on est dans une entreprise, la difficulté du RSSI, du directeur cybersécurité, du CISO, si on prend l'acronyme anglais, c'est d'exprimer, je le disais tout à l'heure, ce risque à sa direction générale pour qu'on active quelque chose sous forme de gouvernance. Le problème, c'est qu'il y a une difficulté de langage. On ne parle pas le même langage. C'est-à-dire que le risque d'origine cyber, qui est devenu un risque métier, est pour le CISO un risque technologique. Et ce risque technologique est complètement incompris des directions générales, des comités exécutifs. Donc il y a une vraie problématique de langage. Et donc, par contre, dans l'entreprise, il y a un langage commun. C'est quoi le langage commun qu'il y a dans toutes les entreprises? C'est l'argent. D'ailleurs, n'importe quelle PME a l'obligation de faire certifier ses comptes ou au moins d'avoir un expert comptable. Là, on est obligé, ça ne nous pose pas trop de problèmes en l'occurrence. Mais en attendant, les comptes sont bien gérés.
au passage, sur l'obligation. Donc c'est la financiarisation, en fait, quelque part de ça. Et parce qu'à la fin, on peut investir effectivement dans des technologies qui pourraient potentiellement coûter très cher, mais est-ce qu'elles vont vraiment traiter les risques auxquels moi je suis vraiment exposé, hein, et qui me coûtent de l'argent à moi? Parce que si une collectivité s'arrête de travailler pendant 2 jours, est-ce que ça pose vraiment un problème? Ou sur quel service? Voilà. Est-ce que ça peut être à l'état civil? Je ne sais pas. Mais il y a certains services qui peuvent vraisemblablement travailler, j'en sais rien. A priori, c'est possible, je ne sais pas. Mais bon, pourrait peut-être fonctionner pendant 2 jours de façon très dégradée. Il n'y a pas forcément besoin d'investir des moyens très importants de sécurisation, alors qu'il y a d'autres entreprises ou d'autres services de la collectivité qui doivent absolument fonctionner, je ne sais pas, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut se poser cette question-là pour pouvoir adapter sa posture de défense et sa posture de cyberprotection en fonction de ce risque-là. Mais la meilleure façon de conscientiser ou de faire prendre conscience à la direction générale qui sont à risque, c'est de leur dire que ça risque de leur coûter quelque chose. Et on ne peut pas parler d'assurance si on ne parle pas de finance. Ça, parce que l'assurance, elle nous assure quelque part qu'en monnaie sonnante et trébuchante, elle va nous mettre à disposition des ressources, mais quelque part, ça coûte quelque chose derrière. Donc il faut réussir, et bon, nous c'est notre travail, et je pense que ça doit être le travail aussi maintenant des autorités, de transformer quelque part cette approche technologique en une approche beaucoup plus financière. Quantifier les pertes potentielles. Il y a des méthodes qui existent, hein, il y a des méthodes statistiques, il y a des méthodes qui existent pour dire, voilà, typiquement sur 10 ans, quelle est la probabilité, le most likely, la plus grande probabilité que j'ai une défaillance, ça peut être un ransomware, ça peut être ceci, ça peut être cela, et quelles seraient les conséquences et quel en serait le montant? Le montant minimum, le montant maximum, le montant moyen. Et on a des ordres de grandeur. L'objectif, c'est pas de donner une valeur exacte. On n'est pas dans une science divinatoire, on est dans une science de préparation, on disait tout à l'heure. Donc, se préparer, c'est se dire, ça peut me coûter tant. On n'est pas obligé de tomber sur le chiffre exact, mais du coup, si ça peut me coûter tant, qu'est-ce que je peux faire pour que ça me coûte moins? Et quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre qui me permettraient que ça me coûte moins? Soit en faisant en sorte que ça ne m'arrive pas, soit en faisant en sorte de limiter les conséquences. Par exemple, si on reprend l'exemple du ransomware, la majeure partie des ransomware, ils se déploient par du phishing et du mail. C'est de la prévention. Voilà, on peut faire, d'ailleurs, il y a plein de sociétés, une fameuse société ici à Marseille qui est partenaire, je crois, qui est Made in Black, qui permet de faire de la prévention du phishing. Je fais un peu de publicité au passage. Bon, mais là, c'est de la prévention. Non, tu me spoil ma 3e table ronde. Voilà, d'accord. Non, mais c'est important parce que c'est un des vecteurs de propagation et un des maillons faibles de la chaîne, l'humain derrière. Bon, donc je peux réduire quelque part la vraisemblance que ça arrive, mais je peux aussi en réduire les conséquences. Si effectivement j'ai de très bonnes sauvegardes, elles sont externalisées et elles garantissent que je vais perdre une très faible proportion de mes données, eh bien quelque part je peux subir l'attaque et m'en relever beaucoup plus facilement. Donc je crois que il prêche dans le désert. Mais en fait, c'est pas réellement dans le désert parce qu'il y a des personnes qui l'entendent, mais il ne prêche pas avec le bon langage. Voilà, c'est ça. Ouais. Un défaut de communication, on va dire, de langage communicant. Mais oui. Si tu veux, Christophe, je simplement pour intervenir, pour donner deux éléments, pour prendre un peu le contre-pied du cas où on a un dirigeant ou des dirigeants qui s'intéressent pas trop ou pas suffisamment. Le premier, c'est 800 kg euros. 800 kg euros avec un dirigeant qui rate un gros appel d'offres dans une société qu'il connaissait bien, tout simplement parce qu'il n'a pas avancé sur son socle de sécurité, il est incapable de le prouver. C'est du réel tout ça, je ne vous dis pas où. C'est pas ici, je vous donne 2 exemples qui ne sont pas dans la région. Comme ça, l'honneur est sauf. Mais voilà, on ne va pas trop en parler d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un cas réel. Donc quelqu'un qui en écrit noir sur blanc, un mec qu'on a défendu par ailleurs en audit sur un sujet parce qu'il y a d'autres pays qui lui demandent un truc. Bon, on le défend, moi il est tout content. Et à un certain moment, on lui dit dans la copie, on lui dit quand même, vous devriez faire ça, selon cette forme et tel type de référentiel, ça serait bien. Il n'a pas fait 800 000. Et après, il a pris quelqu'un pour aider, mais je pense qu'il y a un peu d'habillage théâtral. Deuxième exemple, pire. Alors là, on est sur 2,6 millions à peu près. 2,6 millions, comment? Cyberattaque, en fait, sur une ETI, donc pas dans la région non plus. Je ne dis pas l'activité, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette activité-là, donc il y a 3 ou 4 en France. Bon. Ils se font attaquer, sauf que presque 2 ans et demi, 3 ans avant, on écrit noir sur blanc, attention, là, il y a un sujet quand même, l'industrie, les SCADA, les machins, vous savez, c'est ces PC là, qui supervisent les lignes de fabrication.
Dans l'industrie, ce qu'on cherche, c'est des trucs, mettez des coups de pied, vous balancez de l'eau, ça marche, quoi. C'est vraiment très résistant. C'est extra pour la qualité de fabrication. Par contre, le côté sécurité, c'était pas l'objet. Et on les a plugués. Donc, on se retrouve, et on en a parlé aussi au FIC à Lille, là, on se retrouve avec de l'IT, de l'OT et des IoT, avec tout mélangé, de l'Ethernet, des machins, les gens qui maintiennent à distance, des trucs pas séparés, enfin bref. On le dit, le DSI prend un peu la mouche, hein, parce que des fois les DSI prennent la mouche aussi. Non, mais attendez, vous n'êtes pas à votre cadre, vous n'êtes pas venu pour ça. Je dis ouais, mais on le voit, on vous le dit. En plus, c'est gratuit. Normalement, on devrait me donner, je sais pas, c'est gratuit. Bon, on vous le dit. Première année. Deuxième année, on revient pour une autre mission. On le redit, mais cette fois, il y a quand même la directrice financière au groupe Monde, en fait. On dit bah, il y a ça. Si ça arrive, quand même, si ça vous bloque une semaine, ça va être cher, quoi. L'année d'après, on n'a pas eu le temps. Hein. 6 mois après, c'est arrivé, ça les a bloqués. Alors bien sûr, 2-3 semaines d'arrêt de la prod, avec le coût. Hein. Derrière, ce qu'ils avaient prévu, par exemple, de refaire l'Active Directory tranquillement, avec un petit budget sur 2 ou 3 ans, parce que tu comprends, on n'a pas le temps, quoi. Et en plus, il y a eu la pandémie, donc il y a quand même un paquet de gens qui ont un peu repoussé les projets. Alors là, c'était l'enfer. Là, ils ont dû le faire en 3 mois à toute vitesse, en repartant de zéro. Alors c'est bien, parce qu'au moins, les règles, cette fois, étaient justes. Hein. Donc quand on dit qu'il faut savoir qui accède et au moindre truc, et pour les administrateurs, qu'ils aient leur accès admin d'un côté et leur accès utilisateur pour la messagerie de l'autre. Donc tout ça, il a fallu le refaire, mais au pas de course, et à la fin, 2,6 millions à peu près, 2,5 millions, 2,6 millions. Plus l'image. Hein. Alors après, l'image, elle a été quand même amoindrie parce que le PDG, alors il ne faut pas que je dise trop parce que c'est passé dans la presse. Merci Frédéric. A témoigné, voilà, non, mais je ne sais pas parler des heures. Hein. Le gars a témoigné en disant, on a pris des mesures, etc. Machin, mais il n'a jamais dit, shame on me, quoi, et on aurait dû le faire avant. Il y a un manque de maturité. Alors, les Américains disent quand on tombe, il faut se remonter, et repasser, et refaire. Nous, je ne sais pas, on a un côté où on n'ose pas le dire, et il n'y a pas de mal à se planter, quoi. Il n'y a pas de mal. Il faut juste travailler. Mais il y a vraiment ces exemples montrent bien, et c'est ce que disait Jean, que c'est pas facile de convaincre. Mais tout à l'heure, Monsieur Gude, vous nous disiez, vous parliez de rupture technologique, vous évoquiez, vous nous disiez en filigrane que ça changeait notre rapport à la sécurité. Ça a des conséquences dans notre microcosme de spécialistes ? Oui, effectivement. Alors déjà, effectivement, je voudrais juste revenir un peu en arrière. Trop souvent, j'entends, et même on le dit, que la cybersécurité a un coût. Alors, les exemples viennent d'être donnés. Non, ce n'est pas un coût. Ça doit être intégré dans le coût du service que l'on vend ou que l'on propose à ses administrés, mais ça ne peut pas être un coût. Dire ça, c'est pas avoir compris ce que c'est que la sécurité aujourd'hui. La cybersécurité ne peut pas être un coût. Ce qui est un coût, c'est la perte d'image, la perte de confiance, la perte de ses contrats. Et une entreprise qui a été cyberattaquée, 2, 3, 4 ans après, il n'y a pas de statistiques, mais il y en a beaucoup qui ferment, parce qu'elles ne se sont jamais relevées. Un système qui a attaqué ne sera jamais redevenu propre. C'est impossible qu'un SI attaqué redevienne propre. Il faut refaire plein de choses, réadministrer. Donc pourquoi ? La prévention, c'est quoi ? C'est des audits réguliers, c'est une gouvernance régulière, c'est effectivement pas un coût, parce qu'on peut aussi externaliser et la faire mutualiser, sa cybersécurité, avec des spécialistes à l'intérieur, et c'est pas si cher que ça, lorsqu'on utilise des bonnes technologies adaptées à l'entreprise, parce qu'effectivement, soit on arrive massif, on y va. Et dans toute cyberattaque, je vais critiquer personne, la majorité des systèmes attaqués sont Windows et Linux sont souvent sauvés. Donc restez pas uniquement avec du Windows, c'est catastrophique. Voilà. Alors sinon, effectivement, une rupture technologique est fondamentale, et on en a parlé de la 5G. La 5G va apporter quoi ? L'objet connecté. Aujourd'hui, sécuriser l'objet connecté, c'est un calvaire. C'est un calvaire pourquoi ? Parce qu'on a toujours un décalage entre la formation et le besoin métier. Aujourd'hui, aucune école ne forme nos étudiants à la cybersécurité sur l'objet connecté. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, quelle est la porosité d'une entreprise ? C'est ton système Windows. Après, c'est très solide, c'est très costaud, et c'est difficile à être attaqué réellement. Mais en revanche, là, aujourd'hui, on ne forme pas nos jeunes à ça. Donc les défis de demain ne sont pas relevés. Déjà, on a une vraie problématique. La deuxième problématique, c'est que la cybersécurité est perçue que de 2 angles, le méchant et le gentil. Donc on l'a dit, l'éthique et le voleur. Et on l'a résumé à ça. Alors, effectivement, toutes les cyberattaques résument à ça, au final, le monde de la cybersécurité. Mais il est beaucoup plus large, c'est un réel écosystème avec des métiers très riches. Au final, en France,
très peu d'étudiants vont dans le domaine de la cybersécurité. Pour plusieurs raisons. Déjà, il est difficile de trouver des formateurs, parce qu'effectivement, les écoles peinent à trouver des gens qui vont former à la cybersécurité. Je pense qu'on est régulièrement sollicité pour pouvoir intervenir en école. Donc, ils ont des difficultés à trouver du monde. Et les programmes ne sont pas adaptés. Aujourd'hui, on forme des gens sur beaucoup de sujets qui est fondamental, qui est déjà la culture de la cybersécurité. Et ça, c'est fondamental. Déjà, parce que souvent, aujourd'hui, les spécialistes de la cybersécurité sont souvent des anciens admins système réseau qui n'ont pas eu la culture réelle de la cybersécurité à la base. Ils l'ont appris, mais ce n'est pas ancré en eux. Enfin, ce n'est pas une critique, hein, parce que je viens de ce monde-là, et ce n'est pas ancré, finalement. Fonctionnellement, oui, mais voilà, ce n'est pas inné. Et je pense que là, l'école a son vrai apport d'apporter la cybersécurité comme quelque chose d'inné. Ça doit être ancré en nous, c'est notre ADN. Et derrière, effectivement, il faut s'adapter à une évolution constante. C'est-à-dire que les virus muent, les patchs, on n'arrête pas d'en avoir. Enfin, et aujourd'hui, le système scolaire est figé. Et je pense qu'on a une vraie problématique. Les nouvelles technologies apparaissent. Elles comblent un petit peu ce déficit humain aujourd'hui qu'on a, parce que je le répète, la machine ne fonctionnera jamais sans l'humain. Effectivement, spécialisé, hyper spécialisé, peut-être plus réduit, parce qu'effectivement, la 5G introduira un peu moins de maintenance humaine, mais en revanche, on en a besoin, et il faut les former à ça. Et aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Alors effectivement, il y a un gros travail qui est fait par plein de monde. Le pôle, par exemple, a répertorié énormément d'écoles, mais je pense qu'il faut vraiment la promotion de la cybersécurité et adapter les programmes au monde de demain. Voilà. Il ne faut pas rester figé. Et aujourd'hui, je vais prendre par exemple le monde du SOC, on en a beaucoup parlé, qui est un peu la tour de contrôle, je dirais, et c'est qu'un outil, hein, c'est rien d'autre. Hein. C'est une tour de contrôle, en gros. Il y a plein de choses à mettre en place derrière. C'est la tour de contrôle. Aujourd'hui, on forme beaucoup de gens au niveau N1 qu'on appelle, bon, il y a plusieurs niveaux, N1, N2, N3. Aujourd'hui, le N1 tend à disparaître parce qu'il y a effectivement des systèmes automatiques qui remplissent ça. Et on forme, il y a plein de formations et plein de promesses à former, beaucoup d'analystes SOC, beaucoup de pentesters, etc. Et je pense que ces formations demandent un prérequis qui est fondamental, c'est-à-dire une formation de base qu'il faut, et il faut réellement aller dans le monde réel. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut pentester, il doit avoir vécu les deux, être attaquant et attaqué. Il faut qu'il vive les deux. Et c'est une somme d'expérience qui fait qu'on pourra réellement faire quelque chose. Aujourd'hui, l'école forme de manière théorique, avec la difficulté qui est, effectivement, il faut utiliser, je dirais, les connaissances qu'on a aujourd'hui, mais il faut surtout aller vers les connaissances de demain. Elles sont fondamentales. Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut une évolution des compétences et des métiers, notamment à travers de la formation de nos jeunes, pas de d'ailleurs que de nos jeunes, nos anciens aussi. Hein. Voilà pour ça, ce qu'il vient de nous dire, ça annonce déjà notre prochaine table ronde. En fin de compte, on va en parler sur le dernier rendez-vous. Si vous voulez bien, je vais laisser la parole dans la salle pour une ou deux questions, et puis après, nous ferons une pause bien méritée. Oui, le micro circule. Oui, bonjour, Éric Dugreux, groupe Thales. Je voulais revenir sur un point mentionné par M. Drouillot au sujet des cartographies. Est-ce que vous considérez les utilisateurs finaux dans les cartographies? Je pense, tout à l'heure, on a mentionné moyens d'authentification et par exemple les mots de passe qui sont ni très pratiques ni très sécurisés. Il en existe d'autres, mais l'adoption est clé. Et les authentificateurs ne sont pas tous pour tout le monde. Donc la cartographie, je pense qu'effectivement, elle est très importante aussi pour les utilisateurs finaux. Oui, alors pour moi, l'utilisateur, c'est un acteur de ce que j'appelais la couche métier. Les acteurs interagissent avec des services, lancent des fonctions métiers et font pleinement partie de cette couche. Ce qui permet notamment, pour reprendre l'exemple que vous évoquez, les comptes à privilèges, moi je appelle ça les comptes à privilèges, que ce soit administrateur ou moindre, c'est bien cette cartographie métier qui permet d'affiner justement les privilèges au bon niveau pour permettre aux gens de travailler, hein, parce que la sécurité, elle est là pour accompagner et pour libérer, pour accompagner l'entreprise, pour accompagner la création de valeur et pas pour bloquer. Hein. Donc c'est bien cette cartographie métier qui permet d'affiner la sécurité au plus juste des besoins justement des processus métiers de l'entreprise. Une autre question? Beaucoup de mains qui se lèvent là. Oui. Bonjour.
Je suis Roland Depère, je voulais intervenir par rapport à ce que vous avez dit sur la formation, parce que je suis responsable d'une licence Azure ici sur la région, qui est estampillée d'ailleurs par l'ANSSI, puisqu'on a le logo SecNumEdu, et j'interviens aussi en master, qui est un petit peu la suite, et vous avez parlé de l'IoT, donc on a une partie en master 1, un socle commun, et puis en Master 2, ils ont le choix pour faire de l'IoT ou de l'administration et de la sécurité. Et en fait, je voulais revenir sur le fait quand même que je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut qu'on arrive à former des experts en très peu de temps. Pardon. D'où la solution qu'on a choisie sur le pôle, c'est de leur faire passer un diplôme d'État et qu'ils soient en plus ouverts à des formations professionnelles, du monde professionnel, Cisco, Stormshield, etc. Entre parenthèses, qui est aussi estampillé par l'ANSSI pour Stormshield. Mais la problématique qu'on a dans ce dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même avoir un sacré socle de connaissances en réseau, en système, etc., avant de pouvoir parler de cybersécurité. Parce que pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'un SIEM, ce que c'est qu'un SOC, et ce que c'est qu'une attaque, etc., il faut déjà quand même avoir des bases. Alors, avec le public qu'on a aujourd'hui, c'est difficile, parce que, comme vous l'avez dit, nos jeunes, ils arrivent avec une culture qui est une culture d'il y a quelques années. Peut-être qu'avec les prochains qui vont arriver, avec les réformes du bac, etc., ils sont plus sensibilisés à tout ça. Aujourd'hui, un étudiant, à partir de 18 ans, on sait ce que c'est qu'un mot de passe fort. Mais il y a quand même une vraie problématique, parce qu'on parle quand même d'expertise, et que c'est pas facile de former en peu de temps, finalement, même ceux qui font un master, même s'ils ont 5 ans de formation, c'est quand même pas évident de les former sur tout le panel des attaques que l'on peut trouver. Et juste la question que j'avais par rapport à vous, industriels et retour métier, etc., c'est qu'il faut aussi savoir ce que vous attendez de nos jeunes. Est-ce que vous voulez avoir des experts qui soient capables d'expertiser des cas et de répondre en tant qu'experts, ou est-ce que vous avez juste besoin de super techniciens, voilà, des gens qui pourront être guidés. Ça, c'est une vraie problématique que nous, on se pose en ce moment, puisqu'on est en train de renouveler les programmes, etc. Est-ce qu'on continue à aller vers un métier d'expertise, ou est-ce qu'on a juste besoin d'avoir des... Je sais que Laurent va répondre. Vous faites court? Oui, très court, et je pense que Jean également. Jean aussi. Alors, la question est pertinente, effectivement. Alors, en 5 ans, on ne fera pas un expert. La question ne se pose pas. Et les titres experts en système d'information de jeunes diplômés, c'est un peu dur à vivre. Mais non, effectivement, c'est la pratique qui rendra quelqu'un d'expert. Ce que l'on attend en revanche, enfin moi en tant que chef d'entreprise, ce que j'attends des gens qui me rejoignent, c'est 2 types de choses. Suivant le besoin de l'entreprise, on peut leur demander d'avoir une vision globale de ce qu'est la cybersécurité. Là, on est dans le monde un peu du RSSI, du monde fonctionnel, de qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sécuriser. Donc là, on n'a pas besoin d'être un expert, on a besoin d'avoir une vision globale. En revanche, l'expertise va devenir, pour moi, en tout cas c'est mon point de vue, sur certains domaines fondamentaux. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Si on parle de la sécurisation de l'IoT, il faut avoir une formation ingénieur système embarqué et une couche cyber. Ce ne sera pas de l'admin réseau. Donc on est obligé de mixer des expertises pour former nos experts de demain. Donc effectivement, ça veut dire que dans les écoles aujourd'hui d'ingénieurs système embarqué, il faut mettre des couches cybersécurité. Si on ne la met pas, on n'aura pas ces experts-là de demain. Pour cet exemple-là, comme d'autres. Voilà, donc je pense que ce n'est pas un seul métier, c'est un mix de métiers qui va créer à un moment donné une expertise. Mais on aura besoin d'experts. Parce qu'on se spécialise de plus en plus, les attaques sont de plus en plus ciblées sur des points très précis, et il faudra répondre de manière très précise. Voilà. Peut-être en complément, effectivement, on aura forcément besoin d'experts, et en même temps, puisque c'est des expressions consacrées maintenant, on a aussi besoin d'avoir, vous parliez un petit peu de défense en profondeur, d'avoir de la sécurité au niveau de toutes les couches. Et donc il y a besoin quelque part, moi, de mon point de vue, que l'ensemble des techniciens, peu importe dans quel domaine ils travaillent, ils aient quelque part cette culture de la cybersécurité. Et je pense que les meilleurs experts en sécurité, ce n'est pas forcément les meilleurs techniciens au départ, qui ont les meilleures compétences techniques, c'est ceux qui ont le mindset qui va bien. Et je pense qu'il faut plutôt essayer de leur inculquer une forme de tronc commun, une forme d'appréhension du problème de la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est quasiment, par contre, toujours les mêmes concepts qui sont derrière. Donc c'est plutôt des réflexes qu'il faut essayer d'adopter. Et puis bon, par contre, si on veut faire de la défense en profondeur, de la défense à ce niveau, et que tout le monde doit être acteur de la sécurité de sa propre entreprise, il faut des experts, il faut des personnes, des dirigeants qui comprennent un petit peu mieux le sujet, mais aussi il faut l'ensemble des acteurs qui puissent contribuer à la sécurité.
En attendant qu'on donne le micro, c'est simplement un petit exemple pédagogique, en fait, pour intervenir un peu. Un truc qui est sympa, si vous en avez la possibilité, en master, ou je sais pas, c'est de demander à des gens qui sont plutôt généralistes, ben tiens, on a tel projet à faire, hein, avec des trucs un peu compliqués, avec de l'IoT ou je sais pas quoi, et puis demander comment tu t'y prends pour intégrer de la sécu dedans, et en même temps, peut-être mettre d'autres étudiants, éventuellement plus tech, qui sont en réseau, je sais pas quoi, et qui viennent dire, voilà, nous on pense ça. Et quand on matche les deux, qu'on regarde dans les différentes étapes, c'est rigolo, quoi. C'est intéressant pédagogiquement, parce que personne n'arrive à couvrir, en fait. Faut apprendre. Oui, bonjour, Didier Tonneau, responsable du master Réseau et Télécommunications à Aix-Marseille Université. Donc tout d'abord, je connais bien le pôle SCS qui nous a questionné il y a peu de temps sur notre programme en sécurité informatique. Je voudrais juste dire deux choses. La difficulté pour l'université de trouver des enseignants, donc ça a été mentionné, mais la difficulté d'être entendu. Parce qu'on touche un domaine qui n'est pas de la physique, qui n'est pas de l'informatique, qui n'est pas de la statistique mathématique. C'est un domaine qui regroupe plusieurs compétences, en fait, les réseaux numériques. Et donc, dans le monde académique, quand on est à cheval entre plusieurs compétences, on n'est pas écouté. Donc, nous sommes prêts à vous épauler et à aller dans votre sens. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit entendu au niveau des moyens. Même les moyens, on les a. Les moyens financiers, on peut payer. D'accord ? Mais c'est des moyens qui nous sont aujourd'hui un peu subtilisés par l'université pour faire d'autres choses. Donc, on a besoin de vous pour qu'on puisse être entendu. Donc, mon message est le suivant. Quand on fait récemment, on a regroupé un comité de pilotage de la formation. On a convoqué 45 tuteurs de stage, plus des personnalités extérieures, etc. 13 personnes sont venues. On nous a dit, il faut développer la cybersécurité, enfin la sécurité informatique. Maintenant, quand on dit, vous mettez quoi dedans ? Point d'interrogation. Rien. J'ai pas de réponse. Donc en fait, on a besoin d'un dialogue et d'une aide, au moins pour fabriquer un programme. Je vous propose qu'on aborde ça sur la troisième table ronde, parce que ça va être justement la thématique. Et alors, s'il vous plaît, restez tous les deux, ou tous les trois, parce que votre expérience, votre expertise va nous intéresser. Oui, une dernière question, et puis je vous libère. Voilà, juste pour faire une pause, hein. Je vous attache à la chaise. Bonjour, c'est juste une remarque pour abonder dans ce que vous dites à propos de l'enseignement ou de s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui. Moi aussi, nous, on vient d'une école. Vous restez pour la troisième table ronde. Non, mais oui, je sais pas, j'ai un train, moi, personnellement, mais je suis venue avec mes étudiants qui se feront un plaisir d'échanger avec vous. Je pense, sans parler de ce que nous, on fait, c'est une école par projet, c'est un peu la philosophie des écoles modernes. J'ai bien aimé un terme, je vais reprendre un terme du médical, parce que j'aime bien le monde médical aussi. Voilà. Quand vous avez parlé d'homéostasie, tout simplement, Bravo. Je crois que ça résume un peu tout. On ne pourra jamais, surtout dans le domaine de l'IoT, où en permanence il y a des nouveaux standards qui se créent sans qu'il y ait forcément encore une unification. Donc on veut développer un composant. Par exemple, il y a des constructeurs qui, aux États-Unis, imposent leurs propres normes à eux. On ne sait pas laquelle va prendre le dessus. Et nous, sur le plan européen, on n'est encore pas au niveau de maturité, comme sur l'ISO 27001 ou des choses comme ça, le 27701, etc. Du coup, je pense que ce n'est pas la peine de faire des têtes bien pleines, c'est plutôt des têtes bien faites, comme savent le faire encore les universités et tout un tas d'autres écoles, et former des gens plutôt qui vont être réactifs, qui vont savoir saisir les nouvelles contraintes, les nouveaux enjeux technologiques, et qui sauront travailler dans le pluridisciplinaire, parce que l'IoT, c'est un peu ça, c'est la convergence du nombre, de la quantité, de la qualité, de la densité, comme vous dites. Voilà. Donc voilà, moi je ne vends pas un savoir-faire spécifique ou je prêche pas pour un type d'école ou un autre, mais je pense que tous ceux qui auront ce paramètre-là, l'adaptabilité, dans un monde qui va changer, effectivement on ne peut pas prévoir ce qui va arriver, donc la seule chose qui reste à faire, c'est au pied du mur, savoir réagir sans peur. Voilà. Merci. Et merci en tout cas. Merci. Et pour votre accueil. Je vous remercie tous les quatre d'avoir... alors, belle table ronde, parce que là, des questions, on peut en avoir jusqu'à minuit. Je vous propose de faire une petite pause, de discuter avec les intervenants de la première et de la deuxième table ronde qui vous attendent sur le parvis, et on se retrouve à 17h05 ici pour
la dernière partie de ce forum colloque. Merci. Merci bien.